Bonsoir à tous, merci pour cette lourde tâche que vous venez de me confier. Euh, donc je me présente rapidement. Moi, j'ai la lourde charge, malheureusement ou heureusement pour moi, de répondre à ce que décrivait l'intervenant précédent, à toute la couverture des enjeux de sécurité qui ont été pas introduits par le RGPD, mais très très fortement renforcés dans le cadre des traitements soit de données personnelles, soit des données de santé dans des environnements informatiques. Et c'est mon quotidien. Donc, je vais essayer de vous donner un peu, au travers des quelques slides qui suivent, la manière dont on a approché ça chez Doctolib, justement pour vous décharger le plus possible, vous, praticiens, de ces problématiques-là, en vous apportant des garanties très fortes pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur la pratique de la médecine. Sur le slide suivant, ce qu'on va voir, et je vais essayer de le vulgariser de manière assez simple, on a globalement plusieurs états de la donnée à partir du moment où ça rentre dans un système d'information. Il y a quelque chose qui est fondamental pour nous. Un des concepts fondateurs de la sécurité se résume par un acronyme anglais qui est CIA et qui est traduit en français par confidentialité, intégrité et disponibilité. On a très rapidement abordé le concept d'intégrité tout à l'heure, donc la capacité à s'assurer qu'une donnée dans un système d'information n'est pas altérée par une personne non autorisée. La confidentialité, c'est effectivement s'assurer que seuls les ayants droit peuvent accéder à la donnée. Et la disponibilité, c'est être en capacité de toujours rendre cette information dans le système d'information. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'on peut invoquer les solutions de sauvegarde. L'état de la donnée est assez simple à comprendre. Globalement, vous insérez une donnée dans votre logiciel métier. Il va être écrit sur votre disque dur à un moment ou sur un disque dur distinct. On a une méthodologie assez simple pour protéger la donnée une fois qu'elle est stockée. Donc, on appelle ça une donnée au repos. C'est ce qu'on appelle le chiffrement au repos et ça permet de se prémunir d'un risque qui serait le vol matériel. Imaginez, dans votre cabinet, quelqu'un s'introduit, vous avez laissé votre ordinateur portable et il est volé. Cette technique, ce qu'elle va permettre, c'est que même si quelqu'un a un accès physique à votre ordinateur, il ne va pas être en capacité de déchiffrer les données que vous avez stockées dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à garder en tête. Ça prévient vraiment d'un risque de vol matériel. Ensuite, je pense que c'est la solution avec laquelle vous êtes la plus familière, c'est ce qu'on va appeler la prévention des écoutes. Et ça, globalement, c'est ce que vous voyez maintenant majoritairement sur l'intégralité des sites web, c'est le petit logo HTTPS avec le petit cadenas. Globalement, ce que ça prévient, c'est imaginer un tuyau dans lequel il y a un liquide qui s'écoule. Seules les deux extrémités sont en capacité de voir le contenu de ce tuyau. Ça prévient quelqu'un qui percerait un trou au milieu du tuyau pour regarder l'écoulement de la donnée. Donc ça, c'est la protection la plus commune, celle probablement avec laquelle vous êtes la plus familière. Les deux autres sont des techniques un peu plus avancées et qui préviennent d'autres risques. On utilise une autre technique de chiffrement chez Doctolib qui s'appelle en anglais le chiffrement server-side. On le traduit assez simplement par le chiffrement côté serveur. Ça permet, quelle que soit la typologie de données que vous allez envoyer vers un serveur qui va le stocker, au moment où on va l'insérer dans le logiciel, on va appliquer une technique de chiffrement. Ça prévient un autre risque qui est de se protéger contre un employé indélicat, par exemple, qui aurait accès à une base de données, d'aller lire l'intégralité des données qui s'y trouvent stockées. Alors, on parle d'un employé indélicat parce que pour le coup, ça fait assez écho à l'introduction que vous avez faite. C'est aussi applicable dans le cas où un attaquant, par une technique d'attaque X ou Y, serait en capacité d'extraire l'intégralité de la donnée de la base ou de voler cette base de données. Même s'il réussit à faire ça, il va se retrouver avec des données chiffrées. Et la dernière technique qu'on utilise, et c'est celle sur laquelle on a le plus investi ces 3 dernières années,
C'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. C'est quelque chose que vous utilisez très probablement au quotidien et vous parliez de WhatsApp tout à l'heure. WhatsApp a implémenté d'une certaine manière le chiffrement de bout en bout. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que seul l'émetteur et le destinataire d'une information sont en capacité de la lire et de la déchiffrer ou de la chiffrer. Et quel que soit le tiers qui serait amené à intervenir sur un système d'information, ça vous garantit que vous, praticien, l'échange d'une prescription, par exemple, ne peut être connu que de vous et du patient auquel vous l'avez émis. Ça, c'est les 4 techniques que nous, on a mis en place aujourd'hui dans le système d'information de Doctolib et dans les produits qu'on propose pour prémunir les 4 grands risques que je viens de vous citer. Et globalement, ça fait vraiment écho à l'article 32 du RGPD qui préconise cette approche par les risques et de s'assurer qu'effectivement, on a une capacité de proposer un traitement informatique qui va garantir à la fois la confidentialité de la donnée, son intégrité et sa disponibilité par des biais différents. Pour la partie vraiment pur stockage, sur la diapositive suivante, on s'est assuré, et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, que les données sont stockées uniquement dans la zone Europe et aujourd'hui, de manière très précise, uniquement à Paris et Francfort pour nous. Chez un hébergeur qui possède la certification HDS, donc qui est quelque chose qui est obligatoire pour tout système d'information qui va stocker massivement de la donnée de santé, conformément à tous les référentiels établis, qui possède aussi une sécurité physique très forte, parce que c'est quand même assez important qu'il n'y ait pas d'intrusion dans ces centres-là. Et on a, en plus de ces obligations réglementaires, on a entamé des démarches supplémentaires parce qu'on pense que c'est vertueux pour tout l'écosystème numérique santé, qui sont une certification ISO 27001. C'est un référentiel qui régit le management de la sécurité de l'information dans un système. On est aussi, nous, en propre, certifié HDS, donc pas uniquement l'hébergeur qu'on utilise, mais bien nos processus internes. Et notamment, dans le référentiel HDS, il y a 2 sous-domaines qui sont très importants pour nous. C'est l'administration et l'exploitation de systèmes traitant de la donnée de santé, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui opérons ces fonctions. Et le sous-domaine numéro 6, qui est toute la protection et la mise en œuvre des systèmes qui permettent de garantir la disponibilité et notamment tous les mécanismes de sauvegarde associés. Et le dernier point aujourd'hui qu'on travaille, c'est une autre certification qui est beaucoup plus récente. L'ISO 27701, c'est un référentiel international qui a été promulgué en août 2019 et qui, lui, régit la protection des données personnelles dans les systèmes d'information. C'est applicable partout dans le monde pour ceux qui souhaitent se conformer à ce référentiel. Et ça reprend non pas uniquement les éléments de la RGPD, mais d'autres briques, des textes qui régissent la protection des données personnelles dans différents pays. Et le dernier pour nous qui est important, parce qu'on opère aussi en Allemagne, c'est une certification qui s'appelle BSI C5, qui va encore un cran au-delà de ce que nous demande l'ISO 27000. Donc pour nous, c'est vraiment très, très important de garder cette démarche très vertueuse et d'être en capacité de démontrer qu'on vous apporte à minima l'intégralité des garanties qui sont demandées par l'article 32 de la RGPD et qu'on est en capacité d'aller au-delà. Pour faire ça, vous l'avez peut-être vu récemment dans la presse, on investit massivement sur les technologies de chiffrement parce que c'est ce qui va garantir la confiance, et notamment au travers du rachat d'une société française qui s'appelle Tanker, qui est la société avec laquelle on travaillait historiquement pour déployer le chiffrement de bout en bout. L'acquisition de cette société nous permet d'accélérer massivement ces déploiements-là et de garantir sur le long terme que seuls vous et vos patients sont en capacité d'accéder à la donnée. Et sur le dernier slide, parce qu'on a d'autres obligations d'un point de vue sécurité, qui sont très importantes à garder en tête.
La première, c'est aucun système d'information n'est infaillible. Et la sécurité parfaite n'est qu'une utopie. Ce qui est important, c'est d'être en capacité de détecter et de réagir le plus rapidement à une attaque pour limiter l'impact que celle-ci aurait sur une fuite de données éventuelle. Donc, on utilise un prestataire français, encore une fois, qui nous fournit ce qu'on appelle un Security Operations Center, qui surveille en 24/7, 365 jours par an, l'intégralité des événements de sécurité ou des typologies d'attaques auxquelles on peut être confronté, qui génèrent des alertes. Et l'équipe dont j'ai la charge s'assure de répondre de manière adéquate à ces typologies d'attaques. La deuxième chose très importante pour nous, c'est ce qu'on appelle le bug bounty. Donc, c'est une communauté de hackers éthiques qui travaillent à essayer de pénétrer en permanence nos systèmes d'information, et à la découverte d'une vulnérabilité, on leur octroie une prime sur la base d'un critère de sévérité qu'on a défini. Et le dernier point, parce que ça, je pense que c'est le point le plus méconnu pour vous, aujourd'hui, il y a une économie parallèle de la donnée de santé, notamment sur ce qu'on appelle le dark web et le deep web, donc qui sont des éléments un peu cachés de l'Internet. Et on sait aujourd'hui qu'en moyenne, un dossier patient se monnaie environ 25 € sur le dark web. Et vous pouvez aller racheter parce qu'on a des centres hospitaliers qui ont été victimes d'attaques, parce qu'on a des praticiens qui ont été victimes d'attaques. Vous pouvez aller récupérer de la donnée de santé qualifiée, la revendre ou l'acheter pour éventuellement effectuer d'autres méfaits. Et un exemple assez commun, ça serait, vous êtes en capacité d'acheter une base de données qualifiée sur des personnes qui ont des troubles digestifs, et vous souhaitez lancer des campagnes de mails non sollicités pour leur vendre des médicaments miracles, en sachant qu'il y a des métriques sur ces choses-là. On sait que le taux d'ouverture d'un email aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 5% quand vous ne connaissez pas l'expéditeur. Imaginez, vous achetez 100 000 adresses email dont vous savez que ces gens-là sont vulnérables à une pathologie donnée. Vous les ciblez très précisément. Vous savez que sur les 100 000 que vous avez achetés, vous allez avoir 5% qui vont cliquer sur le mail et probablement 1% qui va finir le processus et acheter le médicament miracle que vous leur proposez. Et c'est très, très important de comprendre ça, parce que c'est la réalité aujourd'hui. Les attaques qu'on constate sur les systèmes d'information de santé, notamment dans les groupements hospitaliers, ce n'est pas juste pour la beauté de jouer une attaque, ça a vraiment des fins économiques. Et il y a une professionnalisation des pirates pour arriver à vraiment gagner de l'argent en faisant ça. Donc pour nous, ces trois éléments-là sont très, très importants, et c'est encore plus vrai dans le contexte qu'on voit aujourd'hui avec toute la presse qui est faite autour des attaques. Alors, Il y a plusieurs réactions. Donc, bonjour Doctolib passe toujours par Amazon Web Services pour l'hébergement des données de santé. Donc, première question. Et la seconde, c'est: ne pose-t-il pas de problématique si les États-Unis décident de tirer le Cloud Act? Alors, ça, c'est toujours une bonne question, mais je pense qu'elle est souvent mal formulée. Et je m'explique. Effectivement, il y a un contexte juridique qu'on appelle les lois extraterritoriales, donc des lois qui appartiennent à un pays qui peuvent être appliquées dans d'autres pays si vous utilisez des solutions informatiques dans ce cas précis. Et notamment au travers de ce qui a été renforcé après les attentats du 11 septembre 2001, sur ce qu'on va appeler le Patriot Act et le Cloud Act. Donc, la capacité pour l'État américain d'aller faire une réquisition auprès d'une société de droit américain sur une typologie de données sous couvert de la justification d'une vérification de la non-possibilité d'un événement terroriste. À la base, c'est ça qui a introduit ces règles-là. Après, et c'est vraiment pour ça que c'était important pour moi de commencer par le chiffrement, aujourd'hui, on sait que même si ce cas, honnêtement, très fortement peu probable dans le cadre de notre activité se produisait,
Amazon donnerait des données chiffrées à l'État américain qui serait en incapacité de les lire puisque vous seuls et vos patients sont en possession des clés. Donc globalement, il pourrait récupérer de la donnée chiffrée qu'il ne pourrait pas utiliser. Et c'est bien pour ça qu'on investit encore une fois massivement sur le chiffrement de bout en bout, parce que du coup, on s'exempte complètement du risque qui est lié à l'utilisation de ces lois extraterritoriales. Et pour la deuxième question, si aucun système n'est infaillible, est-il judicieux de concentrer toutes les données au même endroit? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous, c'est ce que je vous disais, elles sont réparties sur 2 plaques géographiques différentes. On a des systèmes de protection de ces données au travers de solutions de backup. On fait des tests de simulation d'incidents tous les trimestres. Donc, pour ceux qui sont utilisateurs de nos solutions, vous ne le voyez pas, c'est complètement transparent pour vous. Mais tous les trimestres, on bascule l'intégralité de notre infrastructure d'une plaque à l'autre pour s'assurer qu'on a toujours la continuité de service qu'on vous propose. Et toujours cette fameuse disponibilité de la donnée qui est très importante pour vous dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Et malheureusement, oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de système informatique infaillible. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas dire que notre système est parfait, c'est que notre système immunitaire, si je peux reprendre une analogie médicale, est en capacité de répondre très, très vite à un agent pathogène. C'est ça l'objectif pour nous. On a une autre question. C'est si aucun système n'est infaillible, est-il judicieux de concentrer toutes les données au même endroit? Il vient d'y répondre, c'est celle-ci qui l'a. Excusez-moi. Si la salle a des questions. Non, mais monsieur. Il s'appelle encore. Et Guillaume a une question, j'ai l'impression. Non? Vas-y. Est-ce que notre conseil juridique a une question aujourd'hui? Ah, monsieur Voisin. Monsieur Desjans. Est-ce que j'ai une question? Mais écoutez, non, j'ai écouté tout ça avec attention et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des approches différentes qui peuvent être proposées pour vous permettre de mieux vous sécuriser. Et enfin, moi, globalement, je souscris à tout ce qui a été dit. Alors, il y a quelqu'un qui a une question pour vous, monsieur Desjans, donc on attend qu'il la pose. Alors, oui. Si Madame Wong peut écrire sa question, on pourra la lire. Ouais. Ah. Vous voyez les questions Alors, loi de l'UE versus loi française. Quelle est la question? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut dire, enfin, j'essaie de deviner la question, c'est la loi de l'UE qui prend le dessus. Alors, voilà, exactement. L'intérêt avec le RGPD, la grande nouveauté, si vous voulez, c'est qu'il y a eu un peu un lissage des règles applicables au niveau européen. Parce qu'avant l'adoption du RGPD en 2018, vous aviez déjà un corpus de règles au niveau européen. Il y avait une directive, mais qui laissait beaucoup de marge de manœuvre aux États pour déterminer un peu comme ils le souhaitaient leurs règles en matière de protection des données, notamment par exemple en matière de contrôle, de sanctions. Les règles n'étaient pas du tout les mêmes. Les régulateurs dans chaque pays n'avaient pas exactement le même rôle, les mêmes pouvoirs. Aujourd'hui, tout ça s'est harmonisé. Le principe, c'est que c'est le texte européen qui prime sur les textes nationaux. Et finalement, aujourd'hui, la loi française de protection des données, elle est venue soit copier-coller ce que dit le texte européen, pour être clair, soit le compléter sur certains sujets pour lesquels l'Union européenne a dit là, on laisse encore une marge de manœuvre aux États membres. Typiquement, toute la réglementation qui existe en France sur le numéro de sécurité sociale, ça, c'est du franco-français parce qu'il n'y a pas de règles sur les identifiants nationaux de santé dans le RGPD. Ça renvoie à la loi nationale. D'ailleurs, sur le sujet de la santé, il y a beaucoup de renvois au droit national sur les dispositifs en matière de recherche médicale, etc. De sorte que sur les questions de réglementaires de traitement de données de santé, il faut à la fois savoir ce que dit le RGPD, mais on ne peut pas faire l'impasse quand même sur ce que dit la loi française. Mais c'est bien le texte européen qui prime
Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un régulateur européen qui existe. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque pays une CNIL qui va prendre des décisions au niveau national, mais les décisions de ces CNIL sont susceptibles d'être escaladées à un régulateur européen qui s'appelle le Comité européen à la protection des données, qui peut, dans certains cas, statuer sur ce qu'on appelle des traitements pan-européens. C'est l'hypothèse où un seul et même traitement va être mis en œuvre dans plusieurs pays de l'Union européenne. Non, il y a une autre question du docteur Par-Antoine. Donc, que deviennent les données après le décès des patients? Y a-t-il un effacement et si oui, quand? Question pour Monsieur Voisin. Alors ça, c'est aussi une bonne question. Je suis pas juriste, mais je ne pense pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'effacement de la donnée appartient au responsable de traitement. Et dans le cadre de l'exercice de la médecine, c'est vous qui en êtes responsable. C'est-à-dire que globalement, il y a des délais de conservation qui sont définis. C'est 10 ans de délai de conservation pour quelqu'un qui exerce en libéral et 20 ans pour quelqu'un qui exerce dans un milieu hospitalier. Une fois que votre patient décède, c'est comme si, c'est peut-être là où je vais faire des fautes juridiques, donc excusez-moi par avance, c'est comme si son consentement initial au traitement de la donnée devenait caduc et qu'il exerçait son droit de rectification. Donc, vous êtes tenu de supprimer la donnée à partir du moment où vous apprenez le décès de votre patient. Ou alors, un ayant droit de ce patient peut vous demander d'exercer ce droit de suppression de données. C'est un des droits fondamentaux qui a été introduit par le RGPD et ce qui n'existait pas avant. Donc, ce fameux droit de suppression, de modification, d'information. Voilà. J'espère ne pas avoir dit de bêtises juridiques. Non, mais en fait, effectivement, alors, le RGPD a apporté des petites novations sur ce qui se passe après le décès de la personne parce que les textes précédents ne disaient rien. Donc, effectivement, les ayants droit, ils ont un certain nombre de prérogatives pour exercer les droits de la personne décédée. Et par ailleurs, il y a des obligations de définir des durées de conservation à l'issue desquelles les données doivent être détruites. Mais sachant qu'il faut mettre ça un peu en regard des obligations d'archivage qui vont incomber aux médecins, aux établissements de santé. Et ces obligations d'archivage de données, elles peuvent parfois subsister après le décès du patient. Mais oui, globalement, je suis en ligne. Nous avons donc une obligation, les hôpitaux, c'est 10 ans, et le médecin traitant a l'obligation de garder L'inverse. l'inverse. C'est l'inverse. En libéral, c'est 10 ans. En hôpital, c'est 20 ans. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez le droit de proroger cette durée de conservation. Imaginez que vous suivez un patient pendant plus de 20 ans. Il n'y a aucun intérêt à supprimer son historique médical au bout de 10 ans. Donc, c'est aussi des notions qui sont introduites par ces règlements. La seule chose qu'on va vous demander, c'est toujours d'en garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et d'être en capacité de répondre dans un délai qui est fixé par le cadre légal, à toute sollicitation ou à toute demande d'exercice des droits fondamentaux introduits par le RGPD, qui est de l'ordre d'un mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous recevez une demande sur un de ces droits fondamentaux, vous devez y répondre positivement dans le mois qui suit la réception de la demande. D'accord. Donc, si un membre ayant droit d'une personne décédée demande à supprimer le dossier médical, après, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir regardé la donnée. Si c'est effectivement, et encore une fois, c'est sous couvert de juridique, parce que je ne suis pas l'expert là-dedans, en théorie, vous êtes tenu de supprimer cette donnée. Ouais. Et vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous en tenir rigueur. On risque d'avoir des ennuis. Ouais, Sur le site de la CNIL, vous avez des documents assez récents de la CNIL qui sont des référentiels de durée de conservation dans le domaine médical. Donc, au-delà du référentiel dont j'ai mis les liens là dans les slides, vous pourrez trouver ce type d'informations sur le site de la CNIL de manière assez détaillée.